Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabium. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Que vous soyez en vacances ou dans le jardin ou au boulot, eh bien, nous vous disons à tous un grand bonjour. Nous sommes le 31 juillet. C'est vrai que c'est le moment souvent du grand départ. On appelait ça le grand rush quand j'étais encore dans une grande radio nationale. On faisait une émission spéciale pour ça. Nous, on a fait une émission normale de Bienvenue au Jardin avec Roland. Tout va bien ? Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous. Eh bien, je suis venu en voiture et je repartirai en voiture. C'est le rush. Eh bien, ça va être compliqué, je pense. Alors, on est mieux au jardin. On va prendre notre temps. On a 1 heure à passer ensemble. C'est de la radio, donc un podcast, mais avec la possibilité de le voir en vidéo d'une façon très illustrée sur la chaîne YouTube de News Jardin TV et même de suivre notre podcast en direct avec un chat le samedi de 8h à 9h. Alors, on compte sur vous. L'année s'écoule lentement, alors je t'informe définitivement que nous avons passé la moitié. Ah oui, c'est ça. Ah bah tu vois, on me dit rien. Oui, c'est le 212e jour de l'année, donc la moitié est bien passée, je te le confirme. Le 9e jour du signe astrologique du Lion. Le lion dont je fais partie, et que vous savez que je rugis parfois très fort, et le 13e jour du mois de Thermidor dans le calendrier républicain français, jour de l'abricot qu'on aime, qu'on adore. Oui. L'abricot, qu'est-ce que c'est bon quand même, hein. Sur l'arbre. Ah oui, toi tu les croques sur l'arbre carrément. Mais ça, un jour, c'est tellement extraordinaire. Parce que ce que l'on trouve dans le commerce, c'est pas des abricots. C'est de la merde, comme disait ton ami Jean-Pierre Coff. Ouais. Non, moi je dirais pas jusque-là, mais c'est des petites choses tristes, dures, qui n'ont pas été récoltées à maturité. Alors que, lorsque vous laissez l'abricot grossir, se prendre le soleil, se gorger jusqu'à presque éclater, parce que moi ça m'est arrivé, vous prenez l'abricot et paf, il vous éclate comme ça dans les mains, et là vous avez du jus qui il y en a partout. Ouais. Mais c'est trop bon, quoi. C'est trop bon. Oui, alors, donc essayez ça ouais, quand même. Tu peux t'arrêter aussi le long de la route. Il y a des petits producteurs qui proposent leur production, et donc ça peut être sympa justement quand on part en vacances, c'est d'avoir ça aussi. Alors t'as raison, c'est un peu le fruit des vacances. Bah oui. Hein, avec la pêche. Bon, alors en plus attention, hein, parce que les fruits d'été, c'est pas comme les pommes, les poires, c'est maintenant ou c'est l'année prochaine. Donc profitez-en. Et alors on va vous dire quand même quelques mots sur cet abricot Prunus armeniaca pour les botanistes, qui est pas un très gros arbre, hein, c'est un arbre de 5-6 mètres de hauteur, rarement plus, qui est originaire de Mandchourie. Ah ouais, on a l'impression que tout ce que l'on consomme, tout ça, ça vient de chez nous. Ben oui, ça vient de chez nous parce que c'est les Romains qui l'ont introduit et depuis on a oublié. Et c'est où la Mandchourie? La Mandchourie, c'est en Chine. Ah, c'est en Chine. Bah ah oui, oui, c'est pas à côté, oui. Les Mandchous. Ah oui, Oui, les Mandchous, non, rien du tout. C'était une dynastie chinoise. Ah oui, bon, d'accord. Donc les Romains nous l'ont apporté et ils l'appelaient la pomme précoce, Praecocum malum. Parce que, en fait, c'est vrai que, alors ça n'a rien à voir avec une pomme, même si c'est de la famille des rosacées, mais c'est beaucoup plus précoce, effectivement, que les premières pommes. Alors toi, tu as dans ta région vraiment une variété d'abricots hyper rustique, parce que c'est connu comme étant un peu frileux. Oui, mais je me suis planté au début parce qu'on me disait c'est la pêche de Nancy. J'ai dit, ah bon, elle est grosse, elle est blanche, elle est... Eh non, mon coco, c'est un abricot. Mais oui, abricot pêche de Nancy. Alors, on connaît l'huisé polonais qui tiennent bien le coup, mais la pêche de Nancy, elle aussi, donc c'est un bel abricot. Avec la floraison précoce qu'il peut avoir, c'est toujours le problème chez l'abricotier. Et notamment cette année, je pense qu'on aura une petite pénurie d'abricots, puisque rappelez-vous, les gelées d'avril. Alors, dicton du jour...
Dicton du jour, eh bien, j'y cours. Ça, c'est pas dicton, hein. C'est la Saint-Ignace. Au jour, alors je t'en ai pris un vrai, cette fois j'ai eu le temps de le chercher. Au jour de Saint-Ignace, moissonne quelque temps qu'il fasse. Ça rime, hein. Et l'autre que tu m'as mis là, Pleut à la Saint-Germain, c'est comme s'il pleuvait du vin. c'est un vrai ça aussi? Oui, c'est un vrai, j'aurais pas inventé ça. C'est la Saint-Germain, eh bien, s'il pleut, ça va faire du bien à la vigne encore, ça va faire sans doute grossir les grappes. Alors moi j'en ai un vrai aussi qui est un peu complexe, pourvu que de Saint-Germain, le bon Dieu ne soit pas parrain. Et quel rapport Le parrain offre des dragées au baptême, et Oui. si Dieu est le parrain, il risque d'envoyer ses propres dragées, à savoir des grêlons. Oh, dis donc, et c'est tiré par Ah les, oui, hein, par c'est les tiré cheveux, par là. les ouais, cheveux ouais. un petit peu, mais écoute, c'est comme cela. 31 juillet 1899, Ah, mais bien sûr, Oh. ils n'ont pas oublié quand même. Marc Guillot. Ah, bah oui, évidemment. Marc Ah oui. Guillot, ça vous dit peut-être rien, mais les roseraies Guillot, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Et Marc Guillot, il était le fils de Pierre Guillot. Pierre Guillot qui était né, lui, en 1855, et qui ont été vraiment une grande dynastie de grands rosieristes, de créateurs de roses. Mais lui, comme il est décédé très très tôt, il est mort en 1953, donc il avait juste 54 ans, il n'a pas eu le temps vraiment d'imprimer son nom dans la dynastie. Et ensuite, bon, il y a eu Jean-Pierre Guillot, d'ailleurs, qui a créé une rose pour ma petite femme Nicole. Hein. Eh oui, Vous avez une rose, la mais la rose Nicole Mullen, Oui. elle vaut le coup. C'est une rose qui est abricot, rose, jaune. Tout ça, c'est un ensemble saumonné d'une grande délicatesse avec un parfum assez subtil. C'est tout Nicole, quoi. Oui. Alors c'est un rosier qui marche mieux au sud de la Loire qu'au nord, mais qui est quand même très 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 intéressant. Zoubida qui dit pourquoi certaines plantes doivent-elles être repiquées et d'autres pas du tout? Bah déjà, celles que l'on ne repique pas sont essentiellement les légumes racines, Oui. parce que, à part la betterave, qui elle donne plutôt des bons résultats au repiquage, quand vous repiquez des carottes ou des navets par exemple, vous avez des racines fourchues. Et c'est évidemment pas ce que l'on cherche. Quant à repiquer des radis, il faudrait être quand même particulièrement vicieux pour avoir Oui. envie de cela, parce que ça marche en fait tout seul. Alors, déjà, tiens, qu'est-ce que le repiquage? Alors, on va semer souvent à la volée, on va en avoir beaucoup, et puis des fois, on sème de trop. Un peu comme du gazon. C'est bien quand on On- sème de trop, moi. Oui, j'aime. oui, c'est beau, c'est très joli. Mais on a les plantes qui vont rester collées l'une à l'autre et des plantes qui ont besoin de s'exprimer. Si on prend une laitue, par exemple, il faut qu'elle fasse au moins, allez, on va dire combien? Ça fait 30-40 cm de Oh diamètre. là, hein. 40 cm de laitue. Ah, Non, je non, te Je montre. dire entre 20 et 30. 30, c'est déjà une Regarde, très très belle 30, laitue. ah oui, allez. Alors, on regardera, mais tu verras. 30, c'est une belle laitue. ouais. En tout cas, ça demande d'être un peu écarté, d'avoir de l'air pour respirer, d'avoir de la place. Et quand on les sème comme ça, eh bien forcément, elles sont serrées les unes aux autres. Elles vont pas pouvoir pousser. Elles vont donc grimper. Tu nous as expliqué l'autre fois le phototropisme positif, j'ai retenu. Et donc là, ça veut dire que ça va être serré les unes contre les autres. Donc, on va avoir besoin d'éclaircir. Et d'éclaircir et donc de repiquer à d'autres endroits. Alors ça, c'est un des avantages du repiquage, mais surtout, le repiquage, par exemple, quand c'est pas des légumes, des fleurs, ça va permettre de faciliter l'émission de racines secondaires et donc d'augmenter le volume racinaire. Parce qu'en général, au moment du repiquage, quand vous enlevez la petite plante, vous allez casser le pivot. On ne va pas enlever la racine entière. Et donc ça favorise la fasciation. Voilà, ça fait plein de racines fasciculées, comme on dit. Et donc la plante, elle est plus costaud. En revanche, le repiquage, c'est un inconvénient pour certaines plantes. Ça provoque un arrêt végétatif, puisque il faut qu'elle se remette un petit peu en forme. Et puis, faut quand même un certain doigté, parce que si on repique trop profond ou pas assez, etc., ça marche pas. Puis, c'est quand même du boulot. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a qui doivent être repiqués? Parce que lorsque vous faites notamment certaines fleurs, comme les pétunias, les choses comme ça, dans les annuelles beaucoup, eh bien, encore une fois, si vous les repiquez pas, alors vous pouvez démarier le semis, l'éclaircir, donc faire, pour ce que tu disais tout à l'heure, leur laisser la place. Mais on n'aura pas ce système racinaire et la plante, elle ne sera pas aussi costaud. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
Alors vous savez que Parole d'expert, c'est notre rubrique plutôt technique. Et là, nous allons rentrer vraiment, vraiment dans la bonne grande technique parce que c'est la période de la greffe en écusson à œil dormant. Ça doit être le jardinier que comme ça, il va chercher des noms à coucher dehors et il n'aurait pas dit rapportage du bourgeon, tu vois, il y aurait plein d'autres. Ça faisait vulgaire. Oui, ça faisait vulgaire, c'est ça. On se prend la tête. Hein. Alors, la greffe, on peut peut-être déjà expliquer ce qu'est la greffe parce que c'est quand même quelque chose d'assez technique. C'est qu'on va mélanger finalement deux variétés. On va associer, deux variétés qui ont des particularités, des propriétés différentes pour donner une plante unique. Alors, j'aime pas trop le mot variété dans ce que tu emploies Oui. parce que on est non seulement capable de greffer des plantes d'espèces différentes. Par exemple, on greffe des cerisiers sur pruniers. On greffe aussi des pêchers sur pruniers ou sur cerisiers. Mais on peut aussi greffer, alors ça c'est moins souvent, des plantes de genre différents. On greffe des poiriers sur cognaciers. Oui. On greffe des poiriers sur aubépine. En revanche, ce que l'on ne peut pas faire, c'est greffer des plantes de familles différentes. Ah oui. Ça, c'est clair. Alors, il y a des gens qui aimeraient bien. Par oui. exemple, pourquoi pas greffer un figuier sur un pommier ? Ben, ça serait sympa. T'imagines le Peut-être. résultat ? Ben oui. J'imagine pas vraiment le résultat. Un poguier. Ça serait un poguier. Un poguier, voilà. Mesdames, messieurs, Roland, botaniste expert, vient d'inventer un nouveau genre. C'est le poguier. Et je vous le conseille. Non, arrêtons les badinages. En fait, le greffage va avoir comme intérêt d'associer ce que l'on appelle un porte-greffe, donc c'est la partie racine, qui va amener sa faculté d'adaptation au sol, qui va apporter sa vigueur ou au contraire sa faiblesse en fonction de la végétation qu'on veut, qui va apporter son adaptation à un climat donné. Par exemple, on greffe très souvent en Europe les citronniers sur Poncirus trifoliata. Ah oui. Poncirus trifoliata qui est pas un véritable agrume, mais qui est une rutacée aussi. Alors, il a un défaut, il est très très épineux, mais il est beaucoup plus rustique. Ah oui. Donc il permet, pas 100%, mais il permet quand même à la plante d'être un peu plus costaud. Donc ça, c'est la partie porte-greffe. Et puis le greffon. Alors le greffon, il ne faut pas le choisir n'importe comment. Non, le greffon, donc c'est la partie qu'on va associer. Par exemple, sur les rosiers, donc on a une très belle rose, les racines avec de l'églantier, pratiquement, qui va bien résister, mais qui a des roses qui sont moches, enfin des petits machins tout moches. Et là, on va choisir une belle rose, par exemple, Nicole Mulan. Et donc, on va la greffer. Donc, on va faire le choix du greffon sur une variété, sur une plante de belle tenue. La terminologie en matière de jardinage et de botanique est très importante parce qu'on voit bien les différentes classifications. Par exemple, si on prend encore le citronnier, vous semez des pépins de citron, vous allez forcément avoir des citronniers. Sauf que, avant d'avoir le premier citron, 6 à 10 ans. Mais vous savez strictement pas quel est le citron que vous allez avoir. Alors parfois c'est le citron moche sans intérêt, et puis miraculeusement un bon. Quand vous greffez, on avait déjà parlé de ça, de multiplication végétative avec le bouturage, on est encore dans la multiplication végétative, à savoir que la variété, j'insiste bien la variété, quand on parle, mettons, de variété de pommiers, de poiriers, d'abricotiers, vous l'avez sélectionné. Le fait de mettre le greffon sur le porte-greffe va générer le développement du greffon. Et donc, vous avez bien la variété que vous vouliez multiplier. En ce moment, on fait donc de la greffe à écusson à œil dormant, principalement sur les fruitiers et sur les rosiers. Cette greffe, elle est très intéressante pour un amateur parce qu'elle est assez facile et que vous n'avez pas beaucoup de préparation à faire. Parce que les greffes de printemps, les greffes qu'on appelle terminales, c'est-à-dire les greffes en fente, en incrustation, en couronne, etc., nécessitent d'avoir récolté les greffons à l'avance. Alors que là, vous allez les prendre maintenant. Donc vous trouvez, comme vient de le dire Roland, un très beau rosier, et puis vous en avez un moche, alors il ne faut pas qu'il soit trop vieux. On ne greffe pas des vieux sujets, on ne greffe que des plantes jeunes. Surtout en écusson, il faut grosso modo que votre porte-greffe n'ait pas plus de diamètre que celui d'un pouce d'homme adulte, c'est d'ailleurs à peu près 1,5 cm. Donc très rapidement,
comment on va faire cette greffe en écusson. Il nous faut un outil, un greffoir, parce que là, il est adapté. Et il y a une petite lame qui va nous permettre de faire un thé. Un thé, non pas se faire un thé, une infusion, hein. On va faire un thé sur l'écorce. Oui. Et à cette époque-là, c'est bien parce que, d'ailleurs, c'est bien si on peut arroser la plante avant, le porte-greffe avant, parce qu'il est plein de sève. Donc, certains conseillent de l'arroser copieusement. Oui, non, s'il a fait sec, oui, tu as raison. Ouais, comme ça, on est sûr qu'il va être bien humide. C'est plus facile à soulever, monter. Alors, le thé, c'est une incision en forme de thé. Avec la pointe du Comment greffoir. faire avec le thé vers le haut, avec la pointe du greffoir. Et puis, on va essayer d'ouvrir. Du coup, ça fait deux presque demi-triangles côte à côte qu'on va essayer d'entrouvrir. Déjà, pour soulever l'écorce. Et puis après, on va aller chercher notre œil dormant. Alors, l'écusson, c'est ça. L'écusson, c'était le nom qu'on donnait à un œil. Alors, l'œil, c'est quoi? C'est un bourgeon. Et un bourgeon latent. Donc, on va prendre une jeune branche, généralement non florifère, encore une fois, et on va soulever avec le greffoir simplement la partie superficielle de la branche. On va couper le pétiole, pas entièrement, et on va mettre environ 2-3 cm d'écorce maximum que l'on va glisser dans l'incision en forme de T. On va ligaturer, alors soit avec du raffia, soit avec une ligature spéciale, et c'est tout. On va laisser la petite pétiole parce que pour être sûr que votre greffe aura repris, il faudra attendre l'automne, et quand le pétiole tombe comme si la feuille naturellement tombait, ça veut dire que c'est repris. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Des actualités, même en été, il se passe toujours quelque chose au jardin. Et mon cher Roland, tu vas nous parler de végétables. Végétable, je ne sais pas si tu te souviens, dans le temps, nous étions très jeunes et larges d'épaules, nous avions le grain d'eau. Tu te souviens du grain d'eau? Ah oui. Oui. Non, ça a été vraiment la première, peut-être, nouveauté que j'ai connue en commençant ma carrière dans le domaine de la presse jardin. C'était en 1970, vous voyez, c'est pas d'hier. Ah oui. Et à l'époque, il y avait donc cette marque Grain d'eau qui arrivait sur le marché et qui faisait des campagnes publicitaires colossales. Je l'ai testé pour voir ce que ça donnait. Alors, on ne le trouve pas dans le commerce, on ne le trouve que sur le site internet. Et il s'appelle Vegetable, c'est pas. Oui, je sais pas comment ça. on dit. Ben là, il s'est végétable, il doit végéter sur la table. Je pense que c'est ça. Oui, ça sert qu'à ça, de toute façon. Je l'ai testé quand même. J'ai voulu le faire en me disant c'est encore le coup du grain d'eau, ils vont nous le faire, ça va pas marcher. Des petites billes que j'ai mélangées, donc une cuillère à café à peu près, dans un pot de menthe. Bon, la menthe, ça va, ça tient quand même. Mais là, je suis resté quand même 3 semaines sans arroser et ça peut tenir le coup. Donc, j'espère, je vais refaire des tests quand même pour voir. Ça s'appelle berger-word.com. Ça a duré 3 semaines au chaud, sans arrosage. C'est un polymère qui est capable de se gorger à peu près entre 300 et 600 fois selon les marques d'eau. Et donc, n'oubliez pas que dans ces cas-là, ça gonfle. Donc, oui, Roland vous l'a bien dit, on le mélange après l'avoir bien imbibé d'eau à la terre. Et à ce moment-là, on fait son rempotage. Si vous le mettez sec et que vous arrosez derrière, il va grossir et vous aurez votre plante par terre le lendemain matin. C'est quand même embêtant. Ce qui m'a plu, c'est que c'est d'abord un produit technique, mais qu'on n'a jamais su vraiment bien utiliser. Les professionnels savent très bien le faire. Oui, mais donc nous, au niveau du grand public, nous, jardiniers amateurs, on a toujours un peu de mal. Mais ça serait bien, parce qu'avec les canicules que nous pourrons avoir, ça pourrait être un produit assez intéressant. Ça pourrait, ça l'est d'ailleurs au niveau des golfs, ils l'utilisent dans les terrains de sport notamment. Alors moi j'ai un diffuseur nomade anti-moustique qui s'appelle Repulstic à vous proposer. Alors j'ai rien à vendre, je vous le propose comme ça, parce qu'en fait aujourd'hui en été on est quand même très agressé par les moustiques. C'est simplement pour être répulsif. A priori ce qui a été breveté, c'est la fusion avec des polymères et des huiles essentielles d'eucalyptus et de géraniol qui ont a priori quelque chose de répulsif. Mais vous pouvez l'avoir sur vous et on verra bien ce que ça donne. Alors, j'en ai pas pour le tester, mais si vous le testez, vous nous dites. Parce que nous aimons bien, nous aussi, savoir comment les choses se passent. Et on va laisser passer donc une petite page de publicité. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours.
Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est 2 en 1. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-grain arrive à faire. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Ça sonne encore. Ça sonne encore et c'est Eddy qui sonne. Eddy qui sonne et qui dit quelle différence y a-t-il entre le géotextile et la toile de paillage? Comment savoir lequel utiliser? Le géotextile, de par son nom, géo c'est la terre. Oui. Donc c'est un textile que l'on pose sur le sol et en général pour créer, on va dire, un élément de stabilisation. Ça s'utilise beaucoup dans la voirie, beaucoup dans tous les travaux de terrassement. Lorsque l'on pose un dallage, par exemple, on va souvent aussi mettre un géotextile. Quand vous faites une piscine, vous creusez aussi, vous allez mettre un géotextile pour éviter que le liner, ou même un bassin d'ailleurs, puisse être percé par un caillou ou un truc comme ça. C'est un élément de protection. Une toile de paillage, comme son nom l'indique, ça sert surtout pour des cultures. Et on va le mettre en surface. Le géotextile, lui, souvent, on va le mettre sous la terre. Donc, ce n'est pas non plus le même produit. Parce que par définition, un géotextile, ça doit être totalement imputrescible. Ça doit pouvoir durer des années enfoui dans le sol. Par exemple, nous avons fait un massif de terre de bruyère surélevé. Et au fond, on a mis un géotextile. 10 ans après, il avait strictement pas bougé. En revanche, la toile de paillage, alors c'était pas le cas il y a quelques années encore, mais aujourd'hui on cherche qu'elle soit biodégradable. Tout à fait. Donc on n'a pas du tout le même matériau et on n'a pas non plus le même usage. Oui, d'autant qu'elle est en surface, elle peut prendre les rayons du soleil, elle va être à la pluie, alors que le géotextile, lui, il est en sous-sol. Et la bâche de paillage, tu as raison, il y en a des tissés polypropylène, C'est dur, hein. voilà, qui ne sont pas biodégradables. Et puis aujourd'hui, on en a en amidon de maïs, par exemple, qui vont être biodégradables. Alors au bout de 2 ans, on pourra les réincorporer au sol si besoin. L'idée, c'est de les hacher et de les remettre dans le compost pour que ça soit vraiment bien décomposé. Alors, la différence, c'est entre tissé et non tissé. Parce que généralement, les deux, quand ils sont chimiques, entre guillemets, c'est du Polypropylène. Polypropylène, je crois que l'un donc est tissé et l'autre non tissé. C'est les géotextiles qui ne sont pas tissés. Alors, est-ce que tu en utilises ? On s'est rendu compte d'un autre problème, c'est lorsque tu découpais, parce que tu n'es jamais à la bonne dimension, ça laissait des petits fils qui traînaient, et comme ils sont en, je te laisse dire, polypropylène, eh bien, ils pouvaient traîner, t'en retrouver après, 2-3 ans après, donc on a tout arrêté. Aujourd'hui, on utilise un paillage plutôt végétal d'ailleurs, ou alors, pour le potager, on utilise par endroits de la bâche biodégradable, qui évidemment n'est pas tissée, puisqu'elle est uniforme. Alors le défaut aussi, c'est que c'est pas très esthétique. Par exemple, un potager, quand c'est paillé avec de la vraie paille, c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est plus classe. Et même avec du paillage végétal, tu vois, comme la paillette de lin de chanvre, ça grise un peu. La couleur, on peut la contester sur la paillette de chanvre. Parfois, c'est pas trop joli. Moi, j'aime mieux le cacao. Alors, c'est vrai que c'est moins bio. Enfin, c'est bio, mais il faut quand même le... Oui, il faut le faire venir. Oui, voilà. oui. Peut-être qu'avec ça arrive avec les tablettes de chocolat. Oui, sans doute. Tout va bien. On est tranquille. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Alors notre dossier cette semaine est bien sûr particulièrement adapté à la saison puisque nous allons parler des moustiques. Les moustiques qui en eux-mêmes n'ont pas d'intérêt au jardin, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas. Alors il y en a quelques-uns qui peuvent agir légèrement en tant que pollinisateurs. Mais alors le rôle il est minuscule par rapport aux hyménoptères notamment. Bon. Mais ils sont là et ils nous cassent les pieds.
Et pas que les pieds, hein, un peu partout. Le tigre, c'est beaucoup les pieds. Le tigre, c'est les pieds, oui. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. En 2020, on a compté le nombre d'espèces, 3578 réparties en 100 genres. Bon, heureusement, en France, il y en a 65. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, mais ils piquent pas tous. Hein, ça va. Alors, ils piquent pas tous, et il faut savoir d'ailleurs que ce sont que les femelles qui piquent. C'est elles qui piquent, alors que le mâle, lui, va tranquillement butiner de ça, de là, un peu comme nous. Et donc, les femelles piquent. Et puis surtout, dans le cas du moustique tigre, ils sont capables de nous transmettre des agents pathogènes pas très sympas. Hein. On a la malaria, la dengue, chikungunya, la fièvre jaune, etc. et puis, on commence à les trouver un peu partout. Hein. Alors, je crois qu'il y a 65 départements cette année qui ont été reconnus comme étant infestés, on va dire, par le moustique tigre. Tu es à l'abri, toi, dans ton Grand Est. Ah oui. Il n'y a pas encore les moustiques en tigres. Alsace, non, il n'y a pas... Non, justement, j'allais dire, sauf les deux départements alsaciens. Ah oui. La Bretagne aussi est pour l'instant hors jeu sur le moustique tigre. Les Hauts-de-France. Et puis, bizarrement, il y a l'Allier et un département juste à côté, je ne sais pas si c'est l'Indre ou deux départements qui sont au milieu de toute la zone qui est infestée, eux, ils sont là, il n'y en a pas. Enfin, donc, pourquoi j'ai peur que ça se propage et que ça vienne rapidement, hein, un peu comme le frelon asiatique. Il y a un ensemble de moustiques qui deviennent quand même très gênants. Pourquoi ? Parce que notre comportement dans le domaine du jardin a complètement changé. Même si Roland est un staccanoviste du jardinage, la plupart des gens aujourd'hui aiment profiter du jardin. Bien sûr. À recevoir les amis, prendre un apéritif quand il fait bon, faire un barbecue, etc. Et les moustiques, eux, sont attirés par nos sécrétions de CO2, principalement, ainsi que par certaines effluves de la transpiration. Et donc, les femelles qui sont hématophages, donc consomment du sang, eh bien, elles vont nous repérer et elles vont nous piquer. Alors, il y a des gens qui ont que ça à faire. Hein. C'est fou, ça. Enfin. Qu'est-ce que l'on peut faire au niveau des plantes, par exemple ? Il y a des plantes qui sont insectifuges. On va dire insectifuges, mais il faut faire gaffe quand même. Moi, j'ai des auditeurs qui me disent « Ah, mais j'ai mis une balconnière de géranium. Est-ce que je vais avoir des moustiques dans la chambre ?» Parce que j'ai mis, oui, quand même, la balconnière devant la fenêtre de la chambre. Maintenant, ils passent au-dessus. Hein. Il faut bien laisser une limite à ces plantes, quand même, qui sont insectifuges, mais qui ne vont pas être des barrières infranchissables tout de même. On a la menthe, on peut se frotter à la menthe, on sentira meilleur, d'ailleurs, que la transpiration, c'est bien aussi. On parle de la menthe, on parle évidemment de la citronnelle, on parle du thym citronnelle, le pélargonium odorant aussi. D'ailleurs, c'est très bien, c'est une plante sympa à mettre en balconnière parce qu'elle est quand même très parfumée. Donc, hormis le côté moustique, c'est un côté très sympathique. Oui, c'est pas une plante parce qu'il y en a énormément d'odorants. Ça marche plutôt avec Pélargonium graveolens, le géranium rosa qui sent un peu la rose au niveau de ses huiles essentielles. Alors, ce ne sont pas des plantes qui poussent suffisamment pour que vous puissiez les utiliser pour vous frotter le corps. C'est surtout pour être décoratif et se dire que peut-être que les huiles essentielles qui sécrètent vont empêcher les moustiques. Moi, j'ai quand même remarqué une chose. C'est que dans les bosquets d'eucalyptus, vous n'avez pas de moustiques. Alors évidemment, on ne peut pas planter des moustiques, pas des moustiques, mais des eucalyptus partout dans son jardin. Mais là, a priori, l'odeur forte quand même que peut dégager ces plantes semble éloigner quand même sérieusement le moustique. Oui, puis c'est une grande plante par rapport à ce qu'on vient de citer, qui sont quand même des petites plantes, donc l'eucalyptus prend de la place, quoi. Alors j'aimerais que tu nous dises quelles sont les méthodes prophylactiques que l'on peut mettre au jardin pour éviter justement que le jardin devienne une sorte de havre à développement de moustiques, et aussi que, tant qu'à faire, on lutte de façon préventive contre ces moustiques. On sait que les moustiques vont se développer dans l'eau stagnante, l'eau un peu croupie, et on en a beaucoup au jardin, mine de rien, parce qu'on ne fait pas gaffe après une pluie, mais on a toujours, et je suis sûr que c'est le cas chez toi, 2-3 soucoupes qui traînent dans un coin. Nous, on les met pour les oiseaux. On est complètement dans le truc bizarre. D'un côté, on dit il faut abreuver les oiseaux, et puis de l'autre côté, il ne faut pas laisser d'eau stagnante. Alors, ça devient compliqué. Oui. Mais c'est surtout ce qui traîne un peu de ça, de là, où on a des pots qui traînent, on a des soucoupes qui traînent, on a même des vieux sacs de terreau qu'on a laissés après. Oui, dans lesquels il y a un tout petit peu d'eau. Eh bien oui, vous voyez, les autres, ils arrivent là, en courant en plus. Donc déjà, faire attention à ça, ça serait la première chose intéressante à proposer. Alors, il y a aussi des répulsifs chimiques, et il y a des répulsifs qui sont, on va dire, naturels. Bon,
Est-ce que l'infusion de clous de girofle, ça donne vraiment Je l'ai mis parce que j'ai trouvé ça sympa. Très franchement, j'ai pas essayé. Infuser 30 clous de girofle. Alors, on ne sait pas dans combien de litres, d'ailleurs. Peut-être dans 1 litre. Filtrer et ajouter shampoing pour bébé. Mélanger le tout et appliquer le mélange sur vos bras. Oui. Alors, ça va déjà être désagréable parce qu'on va être tout poisseux là. Arrêtons les inepties. Tous ces machins de trucs de grand-mère, c'est débile, tout simplement. Ça ne sert strictement à rien. Vous n'allez pas vous balader avec du savon pour bébé plein les mains, le visage et tout ça toute la journée. Enfin, franchement. Moi, j'aimais bien cette formule. Non, mais on aime bien parce qu'on dit, ah, tiens, c'est dans le vent. Mais c'est stupide. Voilà, je le dis. Il y a les pièges biogènes dont on a déjà Non, parlé. mais là, on est dans une autre catégorie. On ne Oui. lutte plus du tout dans le même niveau. Ces gens-là ont étudié, réfléchi, compris comment fonctionnait le moustique. C'est-à-dire qu'ils savent comment il est attiré. Donc, ils combinent l'attractivité de l'odeur artificielle de notre corps. Donc, ils ont retrouvé un petit peu les sécrétions corporelles avec du dioxyde de carbone. Donc, le CO2 donc, que l'on produit par notre respiration est l'élément principal d'attraction pour les insectes suceurs de sang. Et le piège, donc, fonctionne un peu comme si c'était un être humain artificiel. Oui. Donc, il va dégager toutes ces odeurs irrésistibles pour les femelles moustiques. Et il y a donc tout un système de capture de ces insectes. Il y a même un ventilateur. Enfin, il y a Oui, tout c'est un tas ça. de Ça va trucs. les bloquer. Ils vont Ah, ouais, repartir. ouais. Il y a des couleurs Alors, aussi. Mais il faut le mettre au bon endroit. Il faut que le piège fonctionne 24 heures sur 24 et aussi qu'il soit installé, pas simplement maintenant. Il fallait déjà le mettre dès le printemps, lorsque la température dépasse 15 degrés, pour que les moustiques deviennent inactifs, ne se reproduisent pas, parce que c'est pareil, le piège, il est formidable, sauf qu'il ne peut pas piéger l'ensemble des moustiques de la création. Donc l'idée, c'est de faire de la prévention, et à ce moment-là, ça fonctionne. Alors bien entendu, c'est pas tout à fait au même prix, alors je ne sais pas exactement quel est le prix, que un petit Que mon shampoing, puis mes clous de girofle. qu'un bracelet anti-moustique. Oui. Voilà. On peut aussi imaginer, est-ce que les insecticides sont encore dans le coup ? Ben, oui, parce qu'il y a des endroits où on ne pourra pas, d'abord à l'intérieur. On a évidemment la moustiquière, c'est de se dire, ah bah attends, je vais protéger, tu sais, comme dans les films, là, le lit à baldaquin avec toute la moustiquière autour. bien là. sûr, C'est il n'y a pas idéal, que dans hein. les films. Oui. Nous, en Afrique, on en a eu souvent. Oui, et ou alors les fenêtres qui sont aussi fermées, parce qu'on aime bien ouvrir la fenêtre quand même, c'est l'été, mais avoir une moustiquière devant, donc ça c'est un détail, mais ça compte quand même. On parlait de l'intérieur justement, en intérieur on va utiliser des insecticides qu'on appelait ménagers et qui vont Moi, je trouve ça quand permettre même assez invraisemblable que l'on autorise pour l'utilisation dans notre environnement de vie des produits qui sont strictement interdits au jardin. C'est-à-dire que vous allez retrouver la deltamétrine, vous allez retrouver le fipronil, vous allez retrouver tous ces produits que l'on a d'un coup de balai magique supprimés pour pouvoir soigner nos plantes, mais nous, a priori, soit on est immunisé contre les problèmes, puisque a priori on les avait retirés pour des raisons de santé publique. Franchement, je ne comprends rien. Mais si, il faut comprendre que dans le jardin ou dans la nature, on va laisser du déchet toxique sur le sol. Et donc pas chez toi, ça se fera un petit peu moins. Et puis après, c'est une transition. On le sait qu'on va aller vers moins de produits chimiques. Donc ça se fait progressivement. Ça se fait progressivement, mais de façon totalement aberrante. Tant pis, encore une fois, j'ai râlé. Veuillez m'en excuser, mais ça fait partie de mon caractère. Eh bien, ça sonne encore. Judith nous a posté une question sur la chaîne YouTube de News Jardin TV. Et donc, elle nous parle de citronnier. Elle se dit, j'ai un citronnier qui se couvre de fleurs, mais qui ne produit pas de fruits. Est-ce un problème d'engrais ? La réponse est non. C'est tout. C'est un petit peu juste... Non, la réponse est non par rapport à l'engrais. L'engrais n'a strictement rien à voir avec le fait que le citronnier qui a fleuri ne fructifie pas. C'est uniquement un problème de pollinisation. Quand vous avez des fleurs et que derrière il n'y a pas de fruits, ça veut dire que les fleurs n'ont pas été fécondées. Alors si on m'avait dit
il y a eu des fleurs, il y a eu des petits bouts de fruits, ils sont tombés, etc. Oui, Là, c'est il y vrai. avait peut-être un problème à ce niveau-là. Mais une plante qui fleurit, qui ne fructifie pas, c'est une plante qui n'est pas fécondée. Dans le cas des citronniers, c'est une plante qui n'a pas été visitée par des insectes pollinisateurs, puisque ce sont des plantes qui sont essentiellement pollinisées par les insectes. Donc là, on est sur quelque chose d'assez simple dans la réflexion. Ça pose évidemment des problèmes intellectuels plus graves. Quand on parle effectivement de protection de ces insectes, de développer l'attractivité des pollinisateurs, eh bien ça, c'est pas pour rien. Alors après, bon, évidemment, il faut aussi donner à la plante des conditions pour qu'elle fructifie correctement. Mais là, si c'est non-formation Alors, de fruits, Oui. ça ne vient pas de la culture. On voit souvent quand même, c'est juste, je te reprends par rapport à cette histoire d'engrais. Est-ce que c'est pas des petits fruits qui tombent régulièrement? C'est peut-être ça. Donc là, c'est pas précisé, mais c'est pour ça que souvent on a ce problème-là, et souvent ça peut être un problème d'engrais lorsqu'il s'agit bien sûr de ça. Alors, le plus souvent, lorsque vous avez une chute précoce des fruits d'agrumes tout petits, c'est aussi un arrosage irrégulier. Sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où vous avez les petits citrons qui commencent à être formés, la plante ne doit pas manquer d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il faut la détremper. Ça veut dire qu'il ne faut pas lui laisser de période de sécheresse de manière à ce qu'elle n'ait pas cette réaction qui consiste à se débarrasser de l'excédent de fruits, parce que ça demande beaucoup d'énergie à cette plante, et c'est là qu'on peut se rejoindre par rapport à l'engrais. Plante qui doit porter des fruits doit être bien nourrie. Tiens, ça pourrait être un dicton. Le dicton. Il y a besoin d'une grosse énergie pour produire tous ces fruits. Et maintenant, on va peut-être déguster un fruit pendant une page de publicité. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est 2 en 1. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-grain arrive à faire. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Mes amis, nous sommes le 31 juillet. C'est vraiment le début de la période des vacances. D'ailleurs, j'ai une annonce à vous faire. Ça sera la dernière émission avant la rentrée. Ah, ça va, j'ai eu peur. Je croyais que tu allais tout fermer boutique. Non, mais on va quand même s'offrir des vacances un petit peu parce qu'on a bien travaillé, beaucoup travaillé. On va continuer à vous présenter des vidéos sur la chaîne New Jardin TV, mais l'émission Bienvenue au Jardin reprendra exactement le 4 septembre, donc le samedi 4 septembre. Mais en attendant, profitez de cette dernière et profitez aussi de tous les conseils que Roland va vous donner, à commencer par promenez-vous dans votre jardin et Pendant binez. que le loup y est pas. Voilà. Oui, je vous la fais chaque fois, mais c'est pour moi c'est capital. Mais un jardin, c'est d'ailleurs pour ça. C'est un promenoir, c'est pas un jardin. Alors, C'est-à-dire qu'il est tellement compliqué son jardin qu'il est obligé de se balader au moins 2 heures tous les jours pour essayer de se rappeler où il y a les plantes. oui, c'est vrai, c'est pas faux non plus. Alors, j'ai retrouvé un pommier. Un des premiers gestes qu'on va faire, c'est aller régulièrement pour ramasser les pommes qui sont tombées en avance, parce que souvent elles sont véreuses. Et puis, l'idée, c'est de pas les laisser là. D'abord, elles peuvent être pourries, par une moniliose ou autre chose, mais surtout elles sont véreuses. Et donc, on va essayer de tout ramasser au maximum, ne pas laisser ces pommes sous l'arbre. J'en profite pour ramasser les feuilles également, pour tout virer. Tu dis pomme, mais c'est bon pour tous les Oui, fruits. c'est bon pour tous les fruits. Oui, je dis pomme parce que chez nous, il y a un pommier, oui, que j'ai trouvé d'ailleurs. Je suis tellement un peu, traumatisé par ces pommes véreuses. Alors, t'inquiète, on fait de la compote, personne n'y voit rien. Quand on va vous inviter, vous verrez. On mangera des oui, verres, oui. ouais. Mais ils sont cuits. Ils sont cuits, Voilà, donc il tout n'y a va plus bien. aucun problème.
Donc ça, c'est important de ramasser les fruits tombés prématurément au sol. Alors, tu es dans la région de la Mirabelle, c'est aussi important. Il y a beaucoup d'insectes qui piquent les mirabelles. Oui, alors il y en a quelques-unes. Donc quand on a des chaleurs un peu excessives, puis de l'eau, etc., donc elles se fendent, les mirabelles. Et là, les guêpes arrivent et souvent on a des attaques un petit peu de guêpes qui viennent picorer un peu dedans. Donc ça, c'est un peu embêtant. C'est surtout embêtant quand on va cueillir. Faire gaffe de ne pas se faire piquer en même temps. Et d'ailleurs, tu dis attention aux nids de guêpes. Je vais défendre ta position d'écolo pur et dur en disant oui, les guêpes, c'est important pour le jardin, les pucerons, tout ça, elles mangent plein de choses. Oui. Simplement, quand on met le pied sur un nid de guêpe, parce qu'elles sont aussi au niveau du sol, oui, il faut faire très attention, il faut les repérer pour essayer de ne pas avoir des petits problèmes. Ça peut être des gros problèmes d'ailleurs. Il faut faire beaucoup plus attention avec les guêpes d'ailleurs qu'avec les abeilles, parce que les réactions allergiques que l'on peut avoir sont plus fréquentes et plus violente souvent avec une piqûre de guêpe qu'avec une piqûre d'abeille. Mais, alors, petit conseil, je vois toujours les gens attabler, par exemple, à manger une tarte ou quelque chose comme ça. Les guêpes arrivent. Ne battez pas l'air comme un moulin à vent. C'est la meilleure façon pour vous faire piquer. Une guêpe peut venir sur votre main et sucer, par exemple, un petit peu de sucre qui aurait eu un peu de confiture, etc., sans rien vous faire du tout. En revanche, si elle se sent agressée par les mouvements que vous allez donner, eh bien là, il y a un risque. Alors bien sûr, ce qu'il faut vérifier, c'est quand on mange ou quand on boit. Parce que la piqûre est particulièrement dangereuse, et je dis bien le mot dangereux, sur les muqueuses, sur tout ce qui est interne. En revanche, c'est très douloureux, mais être piqué à la main, par exemple, à part pour les personnes très allergiques, c'est quand même pas extrêmement grave. Bien sûr, il faut surveiller les enfants, parce que aussi, de temps en temps, un bébé qui pleure et tout ça, il peut avoir une guêpe qui vient. Il faut avoir le réflexe de ne pas bouger. C'est pas évident. D'abord, fermer la bouche et ne pas bouger, même quand on voit une guêpe. Les enfants n'ont pas ce réflexe-là, ils ont envie de la chasser. Mais vraiment, c'est là où ça devient dangereux. Moi, ça m'arrive de faire l'expérience. J'arrive à les toucher. Tu caresses les guêpes. Oui, sans aucun dommage. Tant que l'animal ne se sent pas attaqué, agressé, il n'y a aucun risque. Et puis la guêpe se dit aussi, c'est Patrick Mulan, il y a bienvenue au jardin, il ne faut quand même pas l'embêter. Ouais, voilà. Peut-être qu'il ne veut pas que je revienne avec une tête toute boursouflée. Alors, il n'y a pas que cela qui est important à voir au jardin. Il y a déjà quand même un vrai travail de jardinier, c'est tailler les framboisiers non remontants. Oui, non remontants. Nous avons tous les deux au jardin remontants et non remontants. Donc les non remontants, on les taille après la fructification, puisqu'ils donnent qu'une fois. On rappelle, un remontant, la sève remonte, ça donne plusieurs fois. Et le non remontant, il donne qu'une fois. C'est bien pour les confitures. Et donc, juste après la récolte des non remontants, ceux qu'on donne une fois, eh bien, on va tailler d'ailleurs toutes les parties qui ont fructifié pratiquement. Voilà. Et puis, on en profite pour nettoyer aussi. 3 choses pour nettoyer, c'est couper ce qui est un petit peu sec, enlever le liseron parce qu'il redémarre dedans et c'est le moment ou jamais puisqu'on est en train de farfouiller dedans, et puis remettre un petit peu de paillage. Alors moi, je dirais qu'il y a une chose aussi à faire, c'est à vous inquiéter de ce que vous allez planter à l'automne, notamment au niveau des bulbes, puisque les nouvelles collections arrivent chez les pépiniéristes, enfin chez les spécialistes de bulbes, qui vous proposent des catalogues. Maintenant, c'est sur Internet, il y a de moins en moins de catalogues papier. Mais pendant les vacances, ça peut être super sympa de surfer un petit peu comme ça sur Internet, d'aller regarder. Oh, t'as vu un peu cette variété de tulipes, elle est sympa. J'en achète quelques-unes. Voilà, vous faites vos commandes, parce que sachez une chose, c'est que les plus belles variétés sont souvent les plus rares, et en général, elles sont en petite quantité. Donc les premiers seront aussi les premiers servis. Nous surfons, nous lisons, et nous surfons avec Roland qui a une application assez rigolote. Oui, c'est tomates et basilic. Ils disent numéro 1, oui, pour les jardiniers. Alors, malheureusement, ils ont rajouté les permaculteurs, on s'en fout un peu, mais bon. Alors, la première... Même Roland se fiche de la Non, mais c'est utilisé, c'est vrai, tout le temps, partout. Et bon, on peut faire aussi du jardin naturel, et ça va bien aussi, quoi, ça revient au même. Bref, ça va nous aider, c'est sympa. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de mettre le pied
outils à l'étrier à ceux qui veulent comprendre un petit peu le jardin. Il y a des listes de plantes. On peut créer son potager, y compris au balcon ou en pot. Donc, si on n'y connaît que dalle en jardin, on peut démarrer avec tomates et basilic. Il n'y a pas de pub dans l'appli. On peut payer un petit peu pour avoir justement toutes les listes de plantes. Donc, c'est 3,99 par mois. Ça, c'est classique. C'est 29,99 par an. Et puis, ils ont mis pour les accros. On peut acheter à vie. C'est 90 €. Et là, on a l'application jusqu'à votre mort. Donc, ça peut durer très longtemps. On l'espère pour vous. Hein. Oui. Et puis, il y a la localisation. On peut créer son espace potager. On peut partager avec les autres. Bon, c'est quand même assez intéressant. Les associations de plantes, etc. C'est assez riche, c'est assez fourni. Petite encyclopédie portable. Voilà, portable du potager de permaculture. Comme d'hab, on ne parle que de ça. Alors, j'ai un livre sur lequel je voudrais dire 2 mots. D'abord parce que, Noémie Vialard, son auteur, je l'aime bien. C'est vraiment une fille sympa, pleine de peps, de bonnes idées. C'est une professionnelle, elle a été pépiniériste, etc. Elle vient de nous sortir un livre qui a un titre qui est vraiment rigolo, Soupe de Capucine et Lucas farci. Ce que je trouve beaucoup moins rigolo, c'est le sous-titre, parce que dans mon jardin, tout se mange. C'est jamais que de la copie de ce qu'a fait Pascal Garbe, qui est un autre auteur aussi ami, et qui avait fait un livre à succès qui s'appelle « Tout se mange dans mon jardin ». Alors, maintenant, c'est « Dans mon jardin, tout se mange ». Je trouve que c'est un peu énorme, franchement. En revanche, c'est un livre qui vous parle des innombrables plantes éventuellement comestibles que vous pouvez avoir dans le jardin. On mange tout à n'importe quelle sauce. De l'œillet d'Inde, du sédum, les tubagas, oui, pourquoi pas. Les agastaches, pourquoi pas, bien que c'est un peu compliqué. Les Cesteria formosa, la plante au faisan, il faut faire attention parce que, justement, les baies, il ne faut pas trop en manger. Peu importe. En tous les cas, ce qui aurait pu être sympa, c'est de rester sur ce titre-là, sans essayer d'aller copier les copains, et puis de surfer un petit peu sur les tendances du moment. C'est pas toujours forcément génial, tant qu'à faire, soyons créatifs. Alors on va rester dans le même endroit. Tu adores les plantes, tout ce qui se mange dans la forêt. La semaine dernière, j'ai tellement gueulé contre ce truc-là, c'est que je voulais vous faire pardonner. Non, pas du tout, je voulais vous montrer qu'il y a excès. Manger ces mauvaises herbes, alors ça s'appelle du marketing pur et dur, parce que qui est-ce qui va avoir envie d'aller brouter le chien dent ou même, tiens, alors l'oxalis d'ailleurs, c'est une des pires mauvaises herbes que vous pouvez avoir dans votre jardin. Peut-être qu'en le mangeant, vous allez finir par l'éradiquer, j'en sais rien. Mais franchement, il y a mieux à faire. Après, ça peut être rigolo, parce qu'il y a toujours des recettes. Alors, je les ai évidemment pas essayées, et ça, je suis pas prêt de le faire, mais peu importe. Regardez, par exemple, raïta de lierre terrestre, pourquoi pas, le beurre blanc au glécoma. Le beurre blanc, c'est très bon comme ça, il n'y a pas besoin de mettre du glécoma dedans. Alors peut-être que ça, en revanche, si, ça c'est peut-être une bonne idée. Le thé glacé de fleurs de solidage. Il faut vraiment que tu goûtes. Hein. Si, Pascal m'a fait goûter des tas de trucs, j'ai eu du mal au début, après... Alors, lui, c'est un vrai cuisinier, il a un vrai talent pour ça. C'est pour ça que je gueule contre les mauvaises herbes, contre tout ça. On n'a pas envie de manger ça. En revanche, un plat bien cuisiné, bien préparé, légèrement aromatisé, avec une petite pointe de trucs sauvages. Mais c'est ça le principe. Pourquoi pas ? Oui, mais en revanche, là, on n'est plus du tout dans la même catégorie avec le livre de François Couplan. Pourquoi ? Parce que François Couplan, c'est pas d'hier tout d'un coup qu'il s'est mis à manger des plantes parce qu'il a trouvé ça bien au niveau marketing. C'est un véritable spécialiste de ça. Ça fait des dizaines d'années. Il est venu dans notre jardin. Il n'a pas regardé le jardin. Il a tout bouffé. Et il les connaît par cœur. Il sait exactement les trouver. Il sait aussi vous dire celles qu'il ne faut pas manger. Et François, il est capable de vivre dans la nature, lui, de s'auto-alimenter, parce que c'est quelqu'un vraiment qui connaît le truc. Et il fait même d'ailleurs des stages autour de ça. Donc vous êtes sûr que dans ce livre-là de chez Glénat, vous avez exactement les bons conseils et surtout les bonnes... Alors là, il n'y a pas de recette, mais les plantes qu'il faut manger ou ne pas manger. Là, ici, vous avez celles qu'il ne faut surtout pas manger. L'if, le laurier rose, etc. Ce sont des plantes qui sont toxiques. Donc ça, c'est du sérieux. Les autres, on verra. L'if, je crois que c'est... Ah non, je confonds. Attends, mais l'if, si. oui. Alors, tu as raison sur une chose, mais je ne voulais pas le dire. On va le dire puisque tu l'as évoqué. Dans l'if, toutes les parties vertes sont extrêmement toxiques. Ce qui est mangeable, mais attention, c'est très risqué, c'est l'arille, c'est-à-dire l'enveloppe de la graine. Mais la graine est extrêmement toxique. Donc, les oiseaux, d'ailleurs, sont malins. Ils s'en nourrissent, mais ils ne mangent pas la graine.
Donc si on veut goûter de l'if ou faire le malin, on peut évidemment décortiquer la rille et consommer la partie rose, rouge, qui est autour. Mais quand même, ça s'appelle quand même un petit peu, je dirais, jouer avec le feu. Harry Harry est là. Potter. Harry, ah bah tu vois, Harry ça pourrait. Il a posté une question sur News Jardin TV et donc nous avons acheté une pivoine herbacée que nous avons plantée dans le jardin. Tous les ans, elle donne de belles fleurs rouge bordeaux, mais à notre grand regret, elle ne délivre pas de subtils arômes. Est-ce réellement normal, mon cher Patrick? Alors je dirais oui, parce que là, il y a eu une erreur de casting. Quand on veut des pivoines qui ont une très très forte odeur, parce que ça sent bon, hein. La ça pivoine, peut ça sent très bon. Mais il faut aller chercher plutôt dans les blanches ou dans les roses pâles. Les rouges, et a fortiori les rouges foncés, sont très 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 rarement parfumés. C'est vrai que je pense que Harry est parti d'une bonne idée. Il s'est dit « Ah, la pivoine, ça sent bon, moi j'aime bien le rouge, je prends une pivoine rouge ». Il faut parfois poser la question aux spécialistes. Donc quand vous achetez une plante, même si vous pensez que, faites quand même vous conseiller, parce que vous voyez, de temps en temps, il y a des pièges. Alors, toutes les pivoines, quand même, d'une manière générale, et a fortiori tous les innombrables hybrides qui existent, ne sont pas forcément toutes parfumées. Il y en a quelques-unes, et lesquelles tu aimes bien? Eh bien, écoute, je les connais pas toutes très bien. Je les ai croisées quelques fois au détour d'un jardin, mais... Et elles t'ont salué? Oh non, c'est très prétentieux, une pivoine. Henri Boxtos, pivoine rouge, donc ça vient en contradiction un petit peu à ce que tu disais. Non, c'est la seule. Mais, oui, tu vois. J'avais sélectionné exprès. Non, parce que c'est vrai que... À part celle-ci, dans le rouge, vous aurez du mal. Mais celle-là, elle est intéressante. Puis c'est de la grosse fleur d'une vingtaine de centimètres, très très parfumée. Belle pivoine qui n'a même pas besoin de tuteur, parce que c'est du costaud avec des grosses tiges. On va en donner une bonne vieille pivoine qui est incontournable et qui a un nom bien français, qui s'appelle Duchesse de Nemours. Duchesse de Nemours, c'est vraiment la pivoine de base, mais qui est très 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 agréablement parfumée. Alors, elle est blanc crème avec une petite nuance de jaune, et on va dire que les pétales sont pas tous de la même taille. Donc c'est vraiment très sympa, avec des pétales incurvés, c'est-à-dire un peu comme une fleur de chrysanthème, vous savez, le pétale qui rentre vers l'intérieur, fait vraiment une très jolie fleur. Bon. Le conseil que tu es en train de donner à Harry, si j'ai bien compris, c'est qu'il faut replanter. Non, mais non, s'il aime le rouge, il la garde. Mais s'il veut absolument une pivoine parfumée, bah oui, il va être obligé d'aller acheter une nouvelle pivoine. Bon, vous avez très bien. Cora Stubbs, par exemple, c'est pareil, on est toujours dans les roses. Là, on est un peu plus dans le rose framboise. Bon, il y en a une qui s'appelle Eden's Perfume, ça veut dire donc le parfum du paradis. Alors, je ne sais pas si ça va jusque-là, mais c'est un rose tendre. Alors, un rose tendre plus du rose un peu plus foncé, avec autour du blanc crème, ça c'est très très beau, et un parfum plutôt qui tendrait vers les roses. Vous voyez, un petit peu du Sarah Bernard, c'est certainement une des pivoines les plus connues, et elle fait des choux. Non, mais c'est vrai que c'est la grosse pivoine bien joufflue. Alors, rose argenté, cœur saumonné, et puis légèrement bordé de blanc. Ça, on ne peut pas dire que ça soit quand même pas sympa. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Pour cette histoire botanique, j'ai une sorte de coup de cœur. Parce que c'est une des plantes les plus mythiques que l'on va essayer de vous présenter et de vous raconter. On a eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, de vous présenter l'arôme titan, qui est la plus grande inflorescence. Et là, on va vous parler de la plus grosse fleur unique du monde végétal, à savoir le Rafflesia. Alors, je devrais dire les Rafflesia parce qu'il y en a plusieurs, une vingtaine, je crois, d'espèces. Mais Rafflesia arnoldi, c'est une plante de dingue. Oui, puis elle commence mal, c'est un parasite, dis donc. Alors elle est obligée de vivre au crochet d'une liane dont elle va pomper la sève harmonieusement, tout ça pour se prétendre la plus grande fleur du monde. Où va se nicher la prétention? La malice. Alors cette plante qui vit essentiellement en Malaisie et en Indonésie est un parasite spécifique d'une sorte de vigne qu'on appelle Tetrastigma,
dont il existe parfois certaines espèces que l'on cultive en appartement. Tetrastigma voinerianum, c'est une plante très opulente, très volubile. Si vous avez une place énorme dans votre appartement, vous pouvez faire venir cela. Bon, il n'y aura pas de Rafflesia généralement dedans. Parce que quand je dis dedans, c'est pas pour rien. La plante va se développer à l'intérieur de son hôte. Alors c'est vraiment le parasite du parasite. Pendant environ 2 ans, pendant laquelle elle est totalement invisible. On ne voit que Tetrastigma. Et puis à un moment donné, elle va bourgeonner et elle va développer cette fleur, mais qui est presque artificielle quand on la voit. C'est une fleur qui est épaisse, qui est comme grasse, qui est boursouflée, c'est tout cloqué, pustulée, c'est ça, oui. voilà, et qui dégage, mon cher ami, le même genre d'odeur que l'arôme titan, à savoir quelque chose qui pue à des mètres à la ronde. Et donc c'est ça la plus belle fleur, enfin la plus grosse, parce que pas la plus belle quand même. Hein. Mais elle est très belle. Elle est très très belle. Elle est unique dans sa forme, il n'y a rien qui lui ressemble, parce qu'en plus, au milieu, il y a comme une sorte de grosse bouche. On a l'impression que cette fleur, elle veut vous avaler. Et c'est vraiment très étonnant. Alors, avec ma petite femme Nicole, on a eu l'occasion en Malaisie d'aller à la recherche des Rafflesia. Alors, c'était pas Arnoldi, c'était un Rafflesia un peu plus petit. On n'en a vu que les bourgeons. Mais rien que le bourgeon, c'était gros comme un melon. Ah oui, quand même. Ouais. Et c'est une plante, pour les botanistes, ça donne tellement de palpitations. Je ne sais pas, c'est comme quand on va à la pêche et qu'on prend la carpe du siècle. Parce qu'il faut y aller quand même. Hein. C'est au fin fond de la jungle. Il faut prendre un bateau. Vous aviez un guide oui. Non, mais aujourd'hui, le monde est fait de telle façon que, quelles que soient les choses que vous avez envie de voir, vous pouvez trouver des gens pour vous y emmener. Bon, l'arôme titan, par exemple, dont on a parlé dans l'émission du 26 juin, à Sumatra, vous avez des guides qui vous y emmènent. Et quand la plante n'est pas en fleur, vous payez tel prix. Quand elle est en fleur, c'est 3 fois plus cher. Ah, bon, pas bête. Bah oui, pas bête, évidemment. Donc on fait du business avec tout. Alors pourquoi Rafflesia ? Moi, je voulais quand même qu'on reparle de ça, parce que l'histoire, hormis ce côté un peu extraordinaire de la plante, c'est de trouver aussi son nom. En 1818, vous avez un naturaliste britannique qui s'appelle Joseph Arnold, qui était gouverneur de Sumatra, qui se balade dans une forêt et qui découvre cette plante. Donc, Arnoldi, on lui a donné pour lui rendre hommage. Et pourquoi Rafflesia ? Eh bien, Rafflesia pour honorer une autre personne qui s'appelait Sir Thomas Stamford Raffles, qui était le chef de l'expédition où il y avait Arnold, et qui d'ailleurs, le pauvre malheureux, il est mort quelques mois plus tard d'une fièvre horrible qu'il avait attrapée dans ses forêts. Et Raffles, lui, c'était un militaire, c'était un naturaliste également, qui a eu la particularité de créer tout simplement Singapour. Ah oui, quand même. Il avait à l'époque donc mission de la couronne britannique pour pouvoir créer des comptoirs commerciaux, et il a racheté à un sultan malais un bout de la péninsule, donc tout au bout de la Malaisie, qui est aujourd'hui devenu Singapour. Et pour vous dire la différence de l'époque, quand Raffles a acheté ce petit coin paumé, il y avait 1000 habitants. Aujourd'hui, il y en a près de 6 millions. Ouais. Pour vous dire que la vision de cette personne par rapport à la potentialité d'expansion commerciale, son seul but, c'était de faire du commerce. Elle était super juste, puisque aujourd'hui, Singapour, c'est un des plus grands ports du monde, un endroit où se passe, je dirais, économiquement, énormément de choses. Donc, Rafflesia pour Monsieur Raffles, Arnoldi pour Monsieur Arnold. Et ça, ce sont toujours un petit peu les botanistes qui se font des petits cadeaux comme ça. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter au niveau de cette plante. Alors, on n'a pas dit sa taille. Oui. C'est quand même une plante qui fait donc cette fleur qui peut atteindre 1 mètre et peser jusqu'à 10-11 kilos. Alors, il y en a des petits, des Rafflesia, par exemple. Maniana, le Rafflesia de Mani, il fait une fleur de 20 cm. Alors, ils sentent autant que l'un comme l'autre. Hein. Ils puent, quoi. Non, mais ils puent pour une seule et unique raison, c'est qu'ils sont
pollinisé par des insectes qui sont nécrophages. Donc, ça Ah sent ouais. le cadavre, tout simplement parce qu'il faut que l'insecte puisse être attiré. C'est ce que l'on avait aussi expliqué dans une précédente émission, à savoir les stratégies de pollinisation que les plantes peuvent développer. Alors ça ne se fait pas comme ça. C'est sur des millénaires, voire sur des centaines de milliers d'années que cette coévolution se fait. C'est que d'un côté, vous avez la plante qui a besoin de l'insecte, et de l'autre côté, l'insecte a besoin de la plante, parce que généralement, il s'en nourrit, ou il fait ses petits dedans, etc. Alors le parfum, c'est juste au moment où la floraison arrive ou lorsque vous êtes allé là-bas, est-ce que Non, vous non, avez senti du tout, le du parfum? tout. Non, rien. Lorsque la fleur s'épanouit, elle ne s'épanouit que 72 heures. Donc Ah c'est oui. pour ça aussi qu'elle dégage ce parfum très puissant, parce qu'il faut très très rapidement qu'elle trouve celui qui va pouvoir la polliniser. Sans ça, elle ne sert à rien. Or, dans la nature, une des choses qui ne peut pas exister, c'est que ça ne serve à rien. Ah oui. Il faut être efficace de façon à pouvoir tout simplement avoir possibilité de se reproduire. Dernière chose sur le Rafflesia, sachez que c'est une plante qui est quand même rare, puisque depuis 1978, c'est pas d'hier, le Rafflesia arnoldi est considéré comme étant en danger. Alors, il n'est pas sur la liste rouge, il n'y en a qu'un seul qui est sur la liste rouge. Il s'appelle Rafflesia magnifica, qui est vraiment inscrit sur les plantes menacées. Mais ça reste des plantes qui sont considérées comme des, on va dire, des trésors du monde végétal. Et ça, je pense qu'il faut aussi ne pas les oublier, les protéger. Et ça sera notre mot de la fin. La fin, donc, avant de vous retrouver le 4 septembre prochain. Passez tous de très très bonnes vacances. Merci à Stéphane pour le son, merci à Miguel pour les images. Roland, on te retrouve, tu prends des vacances et puis Au jardin, tu penses? et tu reviens avec nous. Ah bah oui, le 4 septembre à 8h. Les jardinières, je vous embrasse, ma petite jardinière, ma petite perle. Et on a oublié aussi la jardinière de Roland qui était là, qui s'appelle Marilyn. Et on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures jardinières sur Nos Jardins TV, bien sûr. Et bienvenue au jardin. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.